Alors voilà, la saga de l'or est provisoirement interrompue, mais vous pouvez maintenant poser des questions si vous avez des questions sur sur cet exemple d'un travail en cours. Hein, vous avez compris que c'est pour le moment c'est un travail qui commence, qui est en cours et qu'on espère bien continuer à développer avec la collaboration d'une part des musées, d'autre part des mécaniciens, des physico-chimistes, etc. Merci beaucoup. Bon, d'abord, c'est vraiment très joli. D'abord, c'est vraiment très joli, à la fois de résultats et très jolis bijoux sur lesquels vous travaillez. Alors, mais j'ai quelques curiosités. Vous faites tous des coulées sur des petits lingots, si j'ai bien compris. Pour préparer l'échantillon, Evelyne, vous faites des coulées sur des petits lingots au départ, non? À peu près 200... Ce qu'on a vu chez Dové, c'est 10 mm, environ 10 mm à 15 mm de hauteur, 10 cm de longueur, et puis 5 cm de largeur. Les petits, oui. Donc, vous ne trouvez pas des problèmes d'homogénéité, de porosité ou d'autres choses? Non, non, pas. Enfin, nous, on n'a pas travaillé sur cette grosse plaque. On n'a travaillé que sur les laminés. Hein. Okay. Mais porosité sur les laminés, non. Mais peut-être sur la plaque de coulée, peut-être, je ne sais pas. Tu n'en as pas travaillé dessus. Il y a une chose que je n'ai pas dit dans mon exposé. Alors effectivement, il y a peut-être des retassures dans le lingot de coulée. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être dramatique. Alors il faut savoir aussi que le laminage est un procédé compressif. Donc si vous voulez bien mener, il referme les porosités et les trous. Hein. Alors par contre, il y a une chose que je n'ai pas commentée, c'est que le processus de biétirage avec lequel j'ai interprété le battage, on en a la confirmation pour deux raisons. Quand on observe des feuilles fabriquées, il y a des trous à l'intérieur. Alors ça ne nuit pas du tout à l'aspect esthétique de l'or, hein. L'œil ne le voit pas. Mais quand on regarde au microscope, on voit des trous. C'est-à-dire qu'on a atteint la limite de ductilité de l'alliage. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas faire ça, par exemple, avec des alliages biphasés, car il y aurait des décohésions, je pense, à des stades peu avancés du battage. Il faut vraiment... L'attraction est quelque chose de méchant sur le plan rupture, et donc il y aurait des décohésions. On s'est posé la question récemment de savoir d'où venaient ces trous. Il est possible que ce soit en fait les irrégularités de surface qu'on a vues à la suite du laminage qui soient les amorces de formation de ces trous, peut-être. Enfin, là, il s'agit de solutions solides, donc de matériaux très homogènes sur le plan métallurgique, apparemment pas d'impureté, donc des conditions très optimales pour un travail délicat. Merci. D'autre part, les intercalaires. Quels sont les matériaux dont vous vous servez pour l'intercalaire? C'est des différents matériaux? Acrylique, l'intercalaire. L'intercalaire. Là, j'ai parlé du PET, du polyéthylène terephthalate, pour parler savant. C'était toujours les mêmes? Alors, non, alors, ce qui est remarquable, c'est qu'au fil des âges, si j'ai bien compris ce qu'a fait le travail historique de notre postdoc, c'est qu'en fait, les intercalaires ont changé de nature au fil des âges. Et ce n'est pas les mêmes, on a découvert récemment que ce n'est pas les mêmes selon les aires géographiques. Par exemple, au Japon, où il y a des battages d'or, on n'utilise pas du tout les mêmes intercalaires qu'en Europe, par exemple. On utilisait. Alors peut-être que maintenant, c'est un peu différent. En particulier, pour le battage final, on utilisait ce qu'on appelait de la baudruche, qui sont des... C'est fabriqué à partir d'intestins d'animaux. Pendant longtemps, on utilisait des parchemins au Moyen-Âge. On ne sait pas ce que utilisaient les Romains, je ne crois pas.
Et puis, il y a aussi, à une époque, en France en particulier, utilisé ce qu'on appelait alors, les papiers montgolfiers, qui sont en fait des papiers fabriqués à partir de fragments de cuir. Alors, il semble qu'en Europe, on utilise essentiellement des produits à base animale, alors qu'en Asie, c'était plutôt des produits à base végétale. En gros, d'un point de vue mécanique, l'objectif de... Alors, il y a une chose que je n'ai pas commentée du tout. Effectivement, il y a des tas de questions qui se posent. Le coefficient de frottement entre l'intercalaire et l'or, à mon avis, n'a pas grande importance. Bon. Contrairement à la colline de frottement. Oui. Il faudrait le mesurer, mais bon. Par contre, il y a un processus qui est fascinant et qui, effectivement, est très délicat à modéliser. C'est comment l'intercalaire se désolidarise de la feuille d'or après le coup. Alors, on pense que c'est parce que l'intercalaire a une énergie élastique stockée qui permet le pelage progressif, mais la feuille d'or étant étirée, comment ne se vrille-t-elle pas? Elle est quand même fripée. Et de temps en temps, on rate son coup. Hein. Mais là, il y a vraiment la succession des coups en elle-même est tout un problème fascinant. Il rajoute aussi un lubrifiant. Actuellement, quand on est allé visiter Dové, il y avait un lubrifiant à base de savon, je sais pas, tu sais, sur la feuille, sur les intercalaires. Donc il y a toute cette notion aussi qu'il faut étudier et qui intervient dans le frottement. Je peux avoir une dernière question, mais c'est Marc plutôt. Marc, pour les réseaux européens sont entièrement européens ou uniquement européens, ou il se peut qu'il y a d'autres adhérents extra-Europe? Alors, dans l'état actuel des choses, administrativement, ils sont purement européens. Autrement dit, ils ne touchent de l'argent de l'Europe que les partenaires qui sont européens et qui sont définis, d'ailleurs, le petit nombre défini au départ. Mais en fait, rien n'interdit d'étendre les activités à d'autres partenaires, mais qui ne sont pas membres à part entière du consortium, en ce sens qu'ils ne vont pas toucher de subventions de la part de l'Europe. Mais par contre, ça nous est arrivé même du temps de URTech d'accueillir des partenaires non européens, alors par exemple d'Europe de l'Est, qu'à l'époque ils ne faisaient pas encore partie de l'Union européenne, etc., mais qui sollicitent des expériences chez nous, et ils sont jugés par le conseil scientifique des Transnational Access exactement comme comme des partenaires normaux. C'est uniquement l'aspect scientifique. Et tout à l'heure, je faisais un clin d'œil à Louis parce qu'il m'a avoué qu'il est en train de faire une demande sur Charisma à partir du Brésil. Alors, le Brésil n'est pour le moment pas encore en Europe. Mais ça peut venir. Bom, pour tem mais perguntas? Pour le réseau, notre laboratoire, le laboratoire de sciences de conservation à l'Université fédérale de Minas Gerais, a été invité par la coordination de Charisma d'être ce qu'ils appellent comme un labo correspondant. Soit on peut trouver des opportunités. Par exemple, maintenant, il y a la grande peinture de Portinari qui est aux Nations Unies à New York. Elle va être. Il y a un projet que nous allons faire l'analyse comme une collaboration entre le Brésil et l'Italie, et ça va être dans le programme Charisma si elle va en France. Pour le feuille d'or, hein, on a déjà mesuré par microscopie électronique l'épaisseur de feuille d'or ici à Minas Gerais, et environ, c'est à peu près 5 microns. 5 microns. Oui. Alors, mais ça, avec vos études, ça pose d'autres questions très intéressantes. Et il y a aussi une chose que je voudrais remarquer, c'est que pour les dorures fausses, pour les falsifications de dorures qui sont des matériaux normalement plus modernes, la couche d'or, la feuille d'or est beaucoup plus mince, ce qui nous donne déjà, avec les autres données des matériaux, une bonne piste pour identification de
de falsification, oui. Les faussaires sont économes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la session française par un dernier exposé qui, lui, donc, porte sur ce qu'on appelle les céramiques lustrées ou les céramiques glacurées à décor de lustre métallique. Alors, il existe dans la production des potiers, des céramistes, une fabrication qui a pris ses racines vraisemblablement dans l'islam du IXe siècle, après Jésus-Christ, hein, et en Mésopotamie, dans la région du croissant fertile, et qu'on appelle la céramique glacurée à décor de lustre métallique. Alors, j'ai mis en sous-titre, c'est qu'une nanotechnologie de précurseur. Vous allez voir que c'est effectivement une nanotechnologie, mais du IXe siècle, et qui n'a pas besoin d'avoir les informations, les définitions présentes. Vous retrouvez ici dans les auteurs Evelyne Dark-Serretti, qui était ici même, parce que elle a dirigé une thèse d'une élève qui a travaillé sur ces aspects-là dans les années 2003. Et puis Anne Bouquillon, qui est la céramiste du C2RMF. Je suis métallurgiste, elle est céramiste, et comme on verra que c'est une composition de compétences entre la céramique et les métaux, ça explique pourquoi on a ces noms. Alors qu'est-ce que c'est? Donc voilà, une céramique à décor de lustre métallique, c'est ça, par exemple. Hein. Alors ça, c'est une production moderne, hein, d'un atelier espagnol de Grenade. Je ne vais pas le faire circuler, mais vous pouvez venir pendant la pause, là vous viendrez, vous verrez. Qu'est-ce qui caractérise le lustre? C'est qu'en fonction de l'éclairage, on a un aspect qui peut varier énormément. Vous voyez, celle-ci, cet objet-là est sans doute, c'est le même, hein, que celui qui est sur la photo, mais celui sur la photo, il est éclairé en ce qu'on appelle en lumière. Comment? Non, il est éclairé en lumière réfléchie, totalement réfléchie, hein, spéculaire, ce qu'on appelle l'éclairage spéculaire, c'est-à-dire qu'on le regarde comme un miroir, hein, alors que ici, ça, évidemment, vous le regardez en lumière diffuse, bien sûr, nul n'est en face de la lumière de l'éclairage. Et vous voyez que l'aspect peut être très différent. Alors, c'est ça qui caractérise un lustre métallique, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'un point de vue physico-chimique, qu'est-ce que c'est qu'un lustre métallique? Un potier, quand il fabrique une céramique glacurée, il commence, bien entendu, par cuire la terre crue, hein, qui a servi à l'argile, qui sert à faire l'objet. Hein. Il obtient ainsi une terre cuite. Il applique, s'il en a envie, une glaçure. Ce qu'on appelle une glaçure, c'est un mélange qui est appliqué sur la surface et qui, étant chauffé à une température de l'ordre de 1000 degrés ou 900 degrés, ici, va se transformer en verre. C'est un verre. La glaçure, c'est une matière vitreuse qui protège la surface. Alors, à l'origine, la glaçure servait à rendre étanches les poteries de terre cuite qui n'étaient pas étanches, qui pouvaient être poreuses. Mais puisque c'est un verre, ça les rend étanches. Et également à les rendre brillantes, à donner un bel aspect. Ça, c'est la glaçure. Et puis, quand on a envie, alors si on veut colorer, bien entendu, cette glaçure, on peut appliquer des pigments dedans, etc. On en verra quelques exemples. Mais ensuite, on applique, alors si on veut faire un lustre, on va appliquer à la surface un nouveau mélange, ce qu'on appelle le mélange lustrant, qui est un mélange en fait qui contient à nouveau un peu de l'argile, mais surtout des sels métalliques
des sels de cuivre et des sels d'argent. Ceci est très important. Ces sels métalliques, et l'ensemble est recuit à une température, cette fois-ci modérée, aux environs de 600 degrés, dans un four spécial. Parce que le potier, cette fois-ci, va changer l'atmosphère du four pendant la cuisson. Et il va transformer. Alors, un four, ça, en général, c'est une atmosphère oxydante. Il y a de l'oxygène partout, ça oxyde. C'est pas grave quand c'est une céramique. Une céramique, c'est quelque chose qui est oxydé par nature. Je veux dire, un verre, c'est à base principalement de silice, c'est-à-dire d'oxyde de silicium. Mais il va, lui, transformer l'atmosphère de son four, qui était oxydante. Il va modifier l'atmosphère en introduisant, par exemple, des branches de bois, en faisant brûler des branches de bois qui font des fumées très importantes. Et ces fumées, on peut démontrer qu'elles sont réductrices, c'est-à-dire qu'elles vont transformer les sels ou les oxydes en métal cette fois-ci. Oxydant, je transforme un métal dans son oxyde. Si je suis réducteur, je transforme l'oxyde en métal. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça qui va donner le lustre. Hein, voilà, dans le procédé. Et la couche qui est en surface, donc, est cette fois-ci très fine. Hein, très fine à la surface. Alors, au sortir du four, le potier va frotter pour faire disparaître les résidus du mélange qu'il a marqué, et le lustre apparaît. Voilà. Alors, comment ça se présente quand on le regarde? Alors ça, c'est des observations soit au microscope électronique à balayage à droite, soit au microscope à force atomique. Hein. On s'aperçoit que c'est effectivement, alors cette fois-ci, on devine qu'il s'agit d'une structure qui est extrêmement hétérogène et qui contient des petites particules. Alors, voilà, pour le moment, on en est là. Quand on regarde, voilà ce qui se passe. Alors, un petit peu d'histoire. Hein. Alors, je vous ai dit, cette technique est apparue en Mésopotamie, aux environs du 9e ou 10e siècle. Hein. Et puis, elle s'est propagée en particulier en Égypte. Hein. En Égypte, dans le royaume fatimide. Hein. Alors, entre-temps, j'ai appris à appeler les dynasties islamiques que je ne savais pas faire avant, mais enfin, maintenant, alors, le 9e siècle, ce sont les Abbassides, et puis là, ce sont les Fatimides qui ont pris le pouvoir en Égypte, avec un royaume qui s'est étendu bien au-delà du delta du Nil, comme je l'ai montré là. Hein. Mais cette technique s'est propagée à ce moment-là dans cette région du Nil, et puis 5 minutes. On va durer un petit peu plus longtemps, peut-être. Hein, parce qu'on avait commencé avec un quart d'heure de retard. Et donc, alors ensuite, on voit apparaître la technique en Syrie, hein, avec les foyers de production dits ayyoubides. Hein. Alors c'est dans le 12e, on est maintenant au 12e siècle, hein, et puis la technique continue à se propager. Alors au Liban, oui au Liban. Hein. Non, on était au Liban, maintenant on est en Syrie. Hein. Voilà, en Syrie. Sous les dynasties, hein, seldjoukides et ikanides, vous avez à chaque fois des exemples de tessons, hein, de céramique lustrée, tels qu'on a pu, nous, les étudier parce qu'ils étaient stockés au musée du Louvre. Alors, et puis, toujours en suivant la Méditerranée, on sait qu'il y a de ce genre de céramiques lustrées qui ont été fabriquées et produites dans le Maghreb, hein, au nord de l'Afrique. Malheureusement, ça, nous n'avons pas pu les analyser. Et puis, on sait par contre qu'elles sont venues, que cette technique est venue s'implanter en Espagne, dans l'Espagne islamique, du XIIe siècle d'abord. Ça, c'est l'époque dite nasride. Et puis, ensuite, après la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, après la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, les potiers musulmans ont continué à fabriquer ces objets, et c'est ce qu'on les a appelés, c'est ce qu'on appelle les productions hispano-mauresques, c'est-à-dire par des potiers musulmans, mais sous régime chrétien.
C'est après la reconquête de l'Espagne, hein, dont je vous rappelle que la dernière étape a été la chute du royaume de Grenade en 1792. La date est facile à retenir pour les Américains. 1492. Hein. 1492, c'est une date qui est facile à retenir en Amérique du Sud. Donc voilà, ça c'est les productions hispano-mauresques. Et puis, alors on ne va pas en parler aujourd'hui, ou plutôt j'en ai touché un tout petit mot tout à l'heure. La technique a été copiée par les potiers italiens et ceci a donné au moment de la Renaissance les fameuses majoliques italiennes, majoliques lustrées italiennes, hein, donc au XVIe siècle et même XVIIe siècle. Hein. Donc voilà. Alors voilà. Donc nous, on a eu la chance, grâce à nos contacts avec les musées, d'avoir en main des céramiques, des tessons de céramique lustrés venant de toutes ces origines, plus celui-ci qui lui est du XXe siècle, bien sûr, hein, et d'Espagne. Voilà. Alors. Voilà, ça c'est les techniques que nous avons employées pour étudier. Hein. Bien entendu, une fois de plus, s'agissant d'objets de musée, nous n'avons pas le droit, ou très peu le droit de prélever sur les objets, et donc il faut travailler le plus possible de façon totalement non destructive. Alors, on fait des analyses PIX. On a comme ça la composition et la teneur, mais l'analyse PIX analyse sur une certaine profondeur et fait la moyenne à partir de la surface. Or, on est en présence de quelque chose qui est vraiment à la surface. Alors, et puis, le RBS, bien sûr, vous imaginez bien que cette technique qui donne accès au profil de concentration depuis la surface va être l'instrument absolument de choix pour comprendre la structure de ces couches. Hein. Alors, voilà, je vous montre un spectre RBS, il est un peu bizarre. On va, grâce à un logiciel qui s'appelle le logiciel Simenera, hein, décrire en profondeur la composition de ce matériau à partir de la surface pour expliquer pourquoi on a deux petits pics comme ça à cet endroit-là sur le spectre, des pics qui correspondent au cuivre et à l'argent. Hein. Alors, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, si par exemple on fait de la microscopie électronique en transmission, quelquefois on a le droit de prélever suffisamment pour pouvoir faire des lames minces de microscopie en transmission, on s'aperçoit qu'en réalité le lustre, il est constitué, vous voyez en haut là, hein, ici, il est constitué ici de différentes couches, mais en particulier de présence de nanoparticules. Hein. Ici, vous avez ces 100 nanomètres, oui. Ici c'est même moins que ça. Hein. Voilà, donc vous avez des particules très fines qui sont des particules métalliques de cuivre et d'argent. Et ce sont ces particules qui vont donner cet aspect très particulier au lustre. Et c'est la caractéristique du lustre et de tous les lustres. Et cette succession de couches ici, hein, pas de particules, des particules, pas de particules, et ici on rentre dans la glaçure du matériau. Ici. Et alors quelquefois on peut ne pas avoir de couche de surface, hein, sans particules, mais vous voyez que on va pouvoir, nous, grâce aux techniques de RBS, décrire ce qui se passe en profondeur à partir de la surface en disant, voilà, j'ai une couche qui fait 200 nanomètres sans cuivre et sans argent, une couche qui fait environ 100 nanomètres qui contient 1,5% atomique de cuivre et 14% d'argent, etc., etc. Voilà les successions des couches. Voilà, donc ça nous permet déjà de qualifier un peu ces couches. Une autre technique qui va être la diffraction de rayons X, hein, nous donne aussi, alors nous fait d'abord apparaître le fait qu'on voit l'argent, on voit bien qu'il y a de l'argent, hein, dans ces couches-là, voilà. Ça c'est en incidence rasante, hein, c'est-à-dire qu'on fait arriver le faisceau de rayons X en incidence rasante de façon à favoriser les couches de surface dans l'analyse. Hein. Et donc on voit bien qu'on a de l'argent, par exemple, ici, hein, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la largeur de ce pic, par exemple, de diffraction, n'est pas la largeur naturelle de ce pic à laquelle on est en droit de s'attendre. Et les
théoriciens de la diffraction de rayons X sont capables de nous dire « Ah, mais le pic est élargi parce que vous vous adressez à des cristaux qui sont très petits. » On dit « Ah oui, oui, on sait bien, c'est des nanoparticules. » Donc c'est bien des cristaux très petits. Mais en mesurant cette largeur, on va pouvoir donner une estimation de la taille des nanoparticules sans avoir besoin d'aller jusqu'au microscope électronique en transmission, qui est une technique chère, qui prend beaucoup de temps et qui ne permet pas de faire des études systématiques sur des centaines d'échantillons comme nous l'avons fait. D'accord ? Voilà. Alors, voilà. Alors voilà, ça c'est le calcul, hein, et puis on aboutit comme ça à des tailles de nanoparticules sur l'objet en question, qui était celui-ci. Hein, de nanoparticules, et vous voyez, il s'agit bien de nanoparticules. Hein, les grains d'argent, en locution, font entre 11 et 13 nanomètres de diamètre. Donc, et c'est bien des petites particules. Hein. Voilà, alors ça c'est juste pour vous montrer la chance d'être à côté des musées et d'être complètement en relation avec eux. C'est notre travail d'être en relation avec les musées et que nous avons pu disposer d'un nombre considérable d'échantillons, voyez, qui nous ont été fournis par des musées, par tous les musées. Alors le DAI, c'est le département des arts de l'islam du musée du Louvre. Alors évidemment, c'est lui qui nous a fourni les plus grands nombres, hein, bien sûr. Voilà. Et avec ici toutes les origines possibles et les datations ici. Et puis les contemporains du XXe siècle, de Grenade, d'Espagne, comme celui-ci. Voilà. Alors, quelques petits exemples. Hein. Voilà, ça c'est des tessons abbassides du 9e, 10e siècle, fatimides du 10e, 11e siècle, et hispano-mauresques, 14e, 18e siècle. Vous voyez, hein. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter, comme il est tard, avec tous les résultats. Hein. Simplement, vous pouvez comprendre qu'à partir de avec ces moyens d'investigation que nous avons et ces accès, grâce à des collaborations directes, les accès que nous avons dans les musées et avec des gens les spécialistes d'histoire de l'art ou d'histoire des techniques ou d'archéologie, qui vont nous donner toutes les informations sur les datations, sur les aspects stylistiques, etc., les conservateurs de musées en somme, grâce à ces collaborations, ces réseaux, hein, nous avons pu faire le tour de ces ensembles de production et essayer de voir comment se comportaient les potiers des différents royaumes qui se sont succédés et quand est-ce que les productions ont disparu dans une région pour réapparaître dans une autre, quelles sont les techniques qui ont évolué et pour quelles raisons ces techniques ont évolué, etc. Un exemple typique, hein, c'est que les Abbassides j'arrive pas à remonter. Bon, c'est pas grave. Je voulais remonter. Voilà. Ici, vous voyez, les lustres abbassides sont ce qu'on appelle polychromes. C'est-à-dire qu'on a deux lustres de couleurs différentes sur le même tesson. On peut avoir 2 ou 3 couleurs différentes de lustres sur le même tesson. Ce sont les seuls. Alors, ce sont les premiers. Et il se trouve que tout de suite après les Fatimides, derrière, eux, ils étaient totalement monochromes et jaunes, dorés. Et simplement, hein, imitant l'or, disons, hein, on va dire. Et puis, il n'y a qu'en Espagne, disons, donc très, très tard, hein, vers le XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, qu'on a vu réapparaître des tentatives de polychromie, et pas vraiment des camailleux, en somme, hein, des couleurs un petit peu qui pouvaient varier d'une zone à l'autre, mais pas vraiment des couleurs carrément différentes ici, où on a un jaune et on a un brun, hein, et ce sont tous les deux des lustres. Hein. Donc c'est assez intéressant de comprendre pourquoi est-ce que cette étiquette qui était très élaborée dès le départ, vous le voyez, a été simplifiée ensuite dans les différentes productions, etc. Voilà, alors on a fait l'analyse des glaçures. Bon, toujours, je vais passer. Hein.
juste pour montrer, on voit apparaître des beaux objets, hein, voilà, les pré-fatimides et puis les fatimides. Je vous ai dit, ils sont presque tous jaunes ou dorés. Hein. Voilà, ça c'est les fatimides du musée de Sèvres. On les sépare parce que c'est pas le même musée, mais c'est les mêmes périodes, etc. Ça, voilà, ça vous donne les Ayyoubides. Alors ici, on est donc en Syrie. Hein. Dans l'Iran, mongol, pré-mongol, puis mongol, hein, on a vous voyez, des objets qui sont quand même de toute beauté, hein, et à chaque fois lustrés. Hein. Voilà, mongol, les Timourides et les Safavides, c'est-à-dire dans l'Iran, beaucoup plus tardif, alors cette fois-ci au XVIIe ou au XVIIIe siècle, dont on pense qu'ils sont allés rechercher la technique en Espagne. En Iran, la technique a disparu pendant 2 siècles, complètement. Et tout d'un coup, elle a réapparu au XVIIe siècle. Et les lustres et les caractéristiques des lustres qui sont fabriqués pendant cette période safavide en Iran, cette période XVIIe, XVIIIe siècle en Iran, ressemblent beaucoup aux lustres qui ont été fabriqués en Espagne, dans les ateliers proches de Valence au moment du au XVIIe et au XVIIIe siècle également. Alors qu'en Espagne, la production a simplement évolué vers ces techniques-là. On en a peut-être, enfin, pas nous. La conservatrice du département des antiquités, des arts de l'islam du Louvre, pense qu'il est possible que la technique ait été réimportée vers l'Est. Alors, cette technique qui venait de l'Est et qui s'était propagée vers l'Ouest a été réimportée vers l'Est à la période safavide par les potiers iraniens. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le... Voilà, et ça, c'est les fameux plats hispano-mauresques. Vous voyez qu'on a des très belles choses. Et donc, on va pouvoir, comme ça, décrire les décors lustrés, hein, et donner les caractéristiques de ces décors du point de vue épaisseur de couche, contenu d'argent, contenu de cuivre. Hein. Et on a comme ça pu arriver à une description à peu près correcte des évolutions des techniques à travers tout le monde de l'islam, alors que c'est une technique qui, au départ, est basée sur exactement les mêmes principes, sur 800 ans. Hein. C'est toujours les mêmes principes, mais comme on passe d'une région à l'autre, eh bien, les savoir-faire évoluent. Et ça, c'est ça qui est très intéressant à étudier. Voilà. Alors bon, ça c'est du travail de physico-chimistes, hein, qui s'amusent à classer les résultats pour essayer d'en tirer des évolutions. Voilà. Alors bon, ça se termine comme ça. Hein. Alors vous trouvez encore là, ici, bien entendu, les gens du musée du Louvre, du musée du Moyen-Âge, le musée de Cluny à Paris, du musée de Sèvres ici, qui sont les historiens, les gens qui lisent les textes, les gens qui sont capables de, en regardant un tesson, dire « Oh là là, mais celui-là, la typologie vient de cette période-là et de cette région-là. » Donc, qui vont nous informer, parce qu'évidemment, un tesson, c'est jamais daté. Hein. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.